Les images du drone les montraient en train de tricher contre ma caravane de chantier à 14h47, un mardi. J'ai rembobiné la vidéo et regardé ma femme, Darla, cambrer le dos contre le bardage métallique rouillé tandis que mon frère 3 lui attrapait les hanches. L'horodatage était gravé dans un coin, le 15 octobre, le jour même où je lui ai dit que je l'aimais au petit déjeuner. Je n'ai rien jeté, je n'ai pas crié, j'ai juste enregistré le fichier sur un disque dur crypté et me suis resservi une tasse de café refroidi depuis des heures. Le projet du port de la baie de Penobsco était mon bébé depuis 18 mois. L'ingénierie navale était un travail de précision. Une erreur de calcul et une jetée s'est effondrée, emportant bateau et corps avec elle. J'ai déployé des drones de surveillance pour cartographier les fondations sous-marines, documenter l'avancement des travaux et garantir la conformité des entrepreneurs. Je ne m'attendais pas à documenter la fin de mon mariage. Le bureau du dépôt sentait le diesel et le béton frais. La pluie martelait le toit en tôle ondulée tandis que je visionnais d'autres images. Voilà. 8 octobre, 30 septembre, 19 août. Un motif se dessinait, comme des fissures dans du béton abîmé. Mon téléphone vibra. Darla dit, je travaille encore tard. Les enfants demandent quand papa rentre. Peu après, je répondis, visionnant simplement les images. 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Elle tapait quelque chose de long, l'effaça, recommença. Finalement, elle tapa, ne travaille pas trop. Je t'aime. Je me suis dit, je t'aime. J'ai consulté les données GPS de la voiture de Darla sur notre application d'assurance. Elle avait déclaré des courses à ces dates, mais les coordonnées indiquaient une autre histoire. La voiture du bord de mer en 17 visites en 3 mois. La pluie dehors s'était transformée en sommeil. J'ai appelé Sophia Tran, mon amie de fac qui était devenue l'une des avocates spécialisées en divorce les plus virulentes de Portland. Nolan, il est presque minuit, a-t-elle dit. Il faut que je t'engage, ai-je dit. Silence. Alors viens à mon bureau demain. Apporte tout. J'ai raccroché et revu la vidéo. Cette fois, j'ai remarqué des détails. 3 avec ma montre. Darla dans une robe que je n'avais jamais vue. Tous deux riaient de quelque chose sur son téléphone. Ils avaient l'air heureux. Je suis rentré chez moi par des rues désertes, passant devant des homardiers tanguant dans le port comme des phoques endormis. Notre maison était située sur une falaise surplombant la baie de Casco, une maison victorienne patinée par le temps que j'avais rénovée moi-même. Chaque poutre était calculée, chaque joint conçu pour durer. La lumière de la cuisine était allumée. Darla se tenait au comptoir en peignoir. Ses cheveux étaient toujours impeccables malgré leur tardive. « Tu es trempé ?» dit-elle en s'approchant de moi avec une serviette. « Laisse-moi faire. Je vais bien. » Je passai devant elle, remarquant une légère odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Les enfants dorment. Il y a quelques heures, Maddy a fini ses devoirs de maths. Félix a encore perdu une dent. Elle sourit, jouant l'épouse parfaite. Il reste du rôti braisé dans le frigo. J'ai hoché la tête et suis monté à l'étage. Dans notre chambre, j'ai trouvé son téléphone en charge sur la table de nuit. L'écran s'est allumé avec un aperçu du texte. 3. J'ai hâte de te goûter à nouveau. Elle avait oublié de l'effacer. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, écoutant Darla respirer à côté de moi, planifiant mon premier coup. Au lever du soleil, je savais exactement ce que j'allais faire. Le détective privé s'appelait Marcus Webb, un ancien inspecteur de la police d'État spécialisé dans les affaires d'infidélité. Son bureau, dans le quartier d'Oldport à Portland, rigolait de cigarettes et d'eau de Cologne bon marché. Le conjoint infidèle, a demandé Webb, sans lever les yeux pour voir mon chèque d'acompte. Entre autres choses, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Quoi d'autre, a-t-il demandé. J'ai glissé la clé USB sur son bureau. Mon frère utilise le nom de mon entreprise pour acheter des matériaux de construction, ai-je dit. J'ai besoin de savoir où ils vont. Webb a branché la clé et a regardé les images du drone sans faire de commentaire. Son expression ça n'a jamais changé, même quand Darla a gémi assez fort pour que le son le capte. Du matériel de qualité, a-t-il finalement dit. Quel est ton délai? 2 semaines, ai-je dit. Je veux tout. Analyse numérique, dossier financier, surveillance, photos, recevable au tribunal. Ce n'est pas une question de vengeance, si, a demandé Webb en étudiant mon visage. C'est une question de victoire.
Il y a une différence, ai-je dit. Webb a souri pour la première fois. Ouais, la vengeance fait du bien. Gagner paie les factures. J'ai quitté son bureau et me suis rendu au cabinet de Sophia, dans le centre-ville de Portland. Son bureau d'angle donnait sur le port. Des baies vitrées offraient une vue sur les collègues que j'avais aidé à concevoir. Mon Dieu, Nolan, a dit Sophia en posant les images au bout de 5 minutes. Ça fait combien de temps que ça dure? 3 mois minimum, ai-je dit. Peut-être plus. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuir, les doigts croisés. Sophia était belle à l'université, moitié vietnamienne, moitié irlandaise, avec des pommettes saillantes et un instinct encore plus aiguisé. Aujourd'hui, à 36 ans, elle était stupéfiante par la façon dont les femmes qui réussissent deviennent quand elles cessent de se soucier de l'opinion des hommes. Darla a demandé le divorce il y a 2 jours, a-t-elle dit doucement. Les mots ont fait l'effet d'une bombe. Quoi? J'ai dit que son avocat est Waharo, a-t-elle dit. Un sale type, spécialisé dans l'exploitation des maris. Il a déjà déposé des requêtes en urgence pour la garde et la pension alimentaire. Elle a glissé des papiers sur le bureau. Il prétend que vous êtes émotionnellement violent, négligent, potentiellement dangereux. J'ai lu la déclaration sous serment en silence. D'après Darla, j'étais un sociopathe froid et calculateur qui ignorait mes enfants et la menaçait lorsqu'elle essayait de partir. Elle a prétendu que j'avais installé des dispositifs de localisation sur sa voiture, surveillé ses communications et proféré des menaces voilées de la faire disparaître. Rien de tout cela n'était vrai. Pourtant, il y a autre chose, a poursuivi Sophia. Waharo représentait mon ex-mari. Il a fabriqué des preuves dans cette affaire aussi. Ça m'a coûté $50 000 en frais d'avocat pour le prouver. Donc, c'est personnel pour vous. J'ai dit, c'est personnel, Nolan, dit-elle. La question est de savoir si tu préfères jouer en défense ou en attaque. J'ai repensé au sourire de Darla ce matin-là. Comment elle m'avait embrassé sur la joue et demandé si je voulais des œufs. Comment elle avait probablement appelé 3 dès mon départ au travail. Offensif, dis-je. Le sourire de Sophia aurait pu être tranchant. Tant mieux, parce que j'ai des idées. Le premier piège était simple. J'ai invité tout le monde à dîner. Darla, Troy et notre mère, Irene. Une réconciliation familiale, comme je l'ai appelée. Le moment d'exprimer nos problèmes comme des adultes civilisés. Irene est arrivée la première. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés malgré le vent d'octobre. À 68 ans, elle se tenait toujours comme la reine de beauté qu'elle était en 1975. Elle avait toujours préféré Troy, le charmant, celui qui appelait tous les dimanches et envoyait des fleurs pour la fête des mères. Nolan, mon chéri, elle m'a embrassé sur la joue, laissant des traces de rouge à lèvres. Je suis si contente que tu aies appelé. Cette bêtise entre toi et Darla a assez duré. Troy est arrivé 20 minutes plus tard. En retard, bien sûr. Mon petit frère avait hérité du charme de papa et de l'égoïsme de maman, une combinaison qui le rendait irrésistible aux yeux des femmes et impossible à croire. Il portait une veste en cuir hors de prix, je le savais, et ma Rolex submarinée vintage. Mon frère, il m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions de vieux amis. Content de te revoir. Darla est sortie de la cuisine vêtue d'une robe noire qui moulait toutes les courbes. Elle avait passé 1 heure à se maquiller. Je l'ai vue. Pour moi ou pour Troy? J'ai fait ton préféré, dit-elle en posant un plateau de rouleaux de homard. Tu te souviens de notre premier rendez-vous chez Oli Donu? Tu as dit que tu n'avais jamais rien goûté d'aussi parfait. Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi des photos de Webb prises plus tôt dans la semaine. Darla à genoux dans le camion de Troy, derrière le supermarché chaud. Nous avons mangé dans un silence tendu, discutant de la météo et des matchs de foot de Mathieu. Irene dominait la conversation comme d'habitude, vantant la nouvelle entreprise de conseil de Troy, tout en ignorant ostensiblement le projet My Harbor. Troy a toujours été un entrepreneur, dit Irene en lui tapotant la main. Tout le monde n'est pas fait pour rester assis derrière un bureau toute la journée. En parlant de l'entreprise de Troy, dis-je en sortant ma tablette. J'ai examiné quelques factures. La fourchette de Troy s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quelle facture? Demanda-t-il. Je lui ai montré l'écran. Des bons de commande pour du béton, des barres d'armature et du bois de construction marine, tous portant l'entête et la signature de mon entreprise. Ces commandes, dis-je, pour des matériaux que je n'ai jamais autorisés.
Il doit y avoir une erreur, dit 3. Pas d'erreur, répondis-je. J'ai retracé les livraisons à Hancock Warraf où vous avez construit ce qu'est privé avec des matériaux que j'ai payés, vendus à des clients qui pensent obtenir un travail légitime. Le visage de 3 s'est vidé de ses couleurs. Darla parut confuse, mais Irène passa immédiatement à l'attaque. Comment oses-tu accuser ton propre frère? Commença-t-elle. Je n'accuse pas, dis-je calmement. Je documente. Je touchai l'écran de la tablette. Le vivant la télévision de la chambre s'alluma, diffusant des images de surveillance web. Pas la vidéo du chantier, quelque chose de plus récent. Le pick-up de 3 garé devant le parking du bord de mer. Darla descendit du siège passager. Ses cheveux étaient couverts de rouge à lèvres. Irène halta. Darla devint blanche. La vidéo continua. 3 sortaient en s'étirant, torse nu. Ma montre reflétait la lumière de l'après-midi sur son poignet. Une sacrée montre, dis-je en buvant une gorgée de vin. Papa me l'avait offerte pour ma remise de diplôme. Il avait dit que c'était pour le fils qui allait réussir. 3 étaient debout, le visage rouge. Nolan, laisse-moi t'expliquer, dit-il. L'expliquer quoi? J'ai dit que tu couchais avec ma femme ou que tu volais dans mon entreprise. Je posai mon verre de vin avec une précision chirurgicale. Comme l'enquête de Webb couvrait les deux, Darla retrouva enfin sa voix. Tu as engagé un détective privé, demanda-t-elle. J'en ai engagé plusieurs, dis-je. Le comptable judiciaire était particulièrement minutieux. Savais-tu que 3 doit quelque chose au patriarche de la famille? 47 000 $ gagnés au poker à Boston? L'ancien terrain de jeu de O'Haraud. 3 se précipita sur la table, mais j'étais prêt. Je lui attrapai le poignet et le tordis jusqu'à ce qu'il tombe à genoux. La Rolex se libéra dans ma main. Elle m'appartient, dis-je en la serrant autour de mon poignet. Comme tout ce que tu as pris. Irène pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Demanda-t-elle. Je n'ai rien fait, maman, dis-je. J'ai juste documenté ce qui se passait. Je regardais Darla, figée sur sa chaise comme un cerf pris dans les phares. Au fait, Sophia a déposé notre réponse à ta demande de divorce cet après-midi. Garde exclusive, partage des biens pour infidélité et poursuite pénale pour détournement de fonds. Oa devrait en avoir des copies maintenant. Le téléphone de Darla vibra. Elle fixait l'écran, lisant le message de Oa, son visage se décomposant à chaque mot. « Tu nous as piégés » murmura-t-elle. « Non » dis-je en me levant pour débarrasser la table. J'ai juste arrêté de jouer la défense. Le tribunal des affaires familiales du comté de Cumberland sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. J'étais assis à côté de Sophia à la table des plaignants, observant O'Haraud arpenter la pièce comme un animal en cage. Oa était tout ce à quoi je m'attendais. Costume coûteux, haut de colonne bon marché et la souplesse morale d'un politicien. Il s'était forgé une réputation en détruisant des maris en divorce, transformant des épouses infidèles en victimes et des soutiens de famille en méchants. Votre honneur, commença West en s'adressant à la juge Patricia Cohen. Ma cliente a subi des mois de maltraitance psychologique aux mains d'un homme qui surveille ses moindres faits et gestes, envahit sa vie privée et utilise son expertise technique pour la terroriser. Il m'a dépeinte comme un monstre autoritaire, évoquant le suivi GPS, la surveillance, l'humiliation calculée au dîner. Darla a témoigné, les larmes aux yeux, décrivant un mariage fondé sur la peur et la manipulation émotionnelle. Il ne touche jamais aux enfants, sanglota-t-elle. Il ne leur montre jamais d'affection. Ils ont peur de lui, votre honneur. Peur de leur propre père. C'était une performance magistrale. J'y croyais presque moi-même. Puis Sophia se leva. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves que Madame Brigg a commis un parjure. Elle s'approcha de la barre des témoins avec une tablette et montra l'écran à Darla. Reconnaissez-vous cette vidéo, Madame Brigg? C'était une vidéo web prise au motel, mais améliorée. Stabilisée grâce à un nettoyage audio professionnel. Darla et 3 post-coïdos partageant une cigarette et riant d'un truc sur son téléphone. Montez le son, ordonna Sophia au greffier. La voix de 3 emplit la salle d'audience. Il est probablement chez lui en train de créer un tableur pour la maintenance de ses documents. Pense-t-il vraiment que vous l'avez épousé par amour? Le rire enregistré de Darla était comme du verre brisé. Mon Dieu, non. Je l'ai épousé parce qu'il était stable.
Ennuyeux, mais stable. Je n'aurais jamais pensé devoir faire semblant de l'aimer pour toujours. L'expression du juge se durcit. Oa protesta frénétiquement, mais le mal était fait. Madame Brigg, dit froidement le juge Cohen. Vous venez de témoigner que votre mari ne montre jamais d'affection à vos enfants. Pourtant, cet enregistrement suggère que vous considérez votre mariage comme un arrangement financier. Laquelle de ces affirmations est vraie? Darla balbutia, essayant d'expliquer, mais Sophia n'avait pas terminé. Votre honneur, j'ai des preuves supplémentaires concernant la paternité du plus jeune enfant du couple. Le silence se fit dans la salle d'audience. Même Oa cessa de faire les 100 pas. Sophia sortit une enveloppe en papier craft, brisant le sceau avec une précision théâtrale. Résultat d'un test ADN effectué par LabCorp à la demande de mon client. Félix Brigg n'est pas le fils biologique de Nolan Brigg. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je n'ai rien ressenti. Je le savais depuis que les différences de groupe sanguin étaient apparues sur l'examen médical scolaire de Félix, mais voir le visage de Darla s'effondrer valait presque la trahison. Le père biologique, poursuivit Sophia. Troy Brigg est-il le frère de l'accusé? Confirmé par les preuves ADN obtenues lors de la récente arrestation de Monsieur Troy Brigg. Oa se leva. Objection, dit-il sèchement. C'est très préjudiciable. Décision annulée, a déclaré le juge Cohen. Sa voix aurait pu geler le porc. Madame Brigg, a poursuivi le juge Cohen, saviez-vous que Félix n'était pas l'enfant biologique de votre mari? Darla ne pouvait pas parler. Elle s'est contentée d'acquiescer, les larmes aux yeux. Et avez-vous permis à votre mari de subvenir aux besoins de cet enfant? A insisté Sophia. Alors qu'elle entretenait une liaison avec le père biologique, un autre hochement de tête. La juge Cohen a rendu sa décision cet après-midi-là. J'ai obtenu la garde exclusive temporaire, le gel de tous les biens matrimoniaux dans l'attente d'une enquête criminelle et une ordonnance restrictive interdisant à Darla et Troy tout contact avec moi ou Maddy. Félix resterait avec moi malgré les résultats de la recherche de paternité. Un homme qui élève un enfant est le père de cet enfant, a déclaré le juge. La biologie n'efface pas l'amour. Si seulement elle savait combien il en restait peu. Devant le tribunal, Sophia alluma une cigarette, les mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. C'était un travail magnifique, ai-je dit. Nous n'avons pas fini, a-t-elle répondu. Elle expira sa fumée dans le vent d'octobre. Oa fera appel, dénoncera une faute professionnelle du procureur, et fera tout ce qu'il pourra. Il faut en finir. Mais qu'est-ce que tu avais en tête, demandai-je. Sophia sourit, et je me souvins pourquoi j'avais toujours eu un peu peur d'elle. On leur prend tout ce qui compte, dit-elle. Leur liberté, leur réputation, leur avenir, tout. Même Troy, demandai-je. Surtout Troy, dit-elle. Je regardais les marches du tribunal où Darla pleurait dans son téléphone. Elle appelait probablement Troy, cherchant un réconfort qui ne viendrait jamais. C'est mon frère, dis-je. Non, répondit Sophia. C'était ton frère. Maintenant, il n'est plus qu'une cible parmi d'autres. L'enquête de Webb sur l'activité de conseil de Troy a révélé des strates de criminalité que je n'avais pas anticipées. L'entrepôt de Hancock Wharf ne servait pas seulement à stocker des matériaux de construction volés. C'était une plaque tournante pour l'électronique de contrebande provenant de cargos ancrés hors des eaux territoriales. Ton frère est dans le pétrin, expliqua Webb en étalant des photos sur ma table de cuisine. La famille Patriarcat gère des numéros de Boston à Bangangé. Troy leur doit $50 000, mais ils les remboursent en leur fournissant un espace d'entreposage et des couvertures commerciales légitimes pour leurs expéditions. Les photos montrent Troy en train de rencontrer des associés connus de la famille criminelle, Frank Torino, Mickey Sachs, des hommes au casier judiciaire fédéral et réputés pour leur violence. Une photo montre Troy en train de me remettre les clés de mon équipement de construction. Il utilise vos bulldozers et vos grues pour déplacer des conteneurs, poursuit Webb. Les gardes-côtes surveillent les activités inhabituelles des navires, mais ils ont besoin de renseignements précis pour se déplacer. J'ai regardé les photos, digérant les implications. Vous suggérez que je dénonce mon propre frère, ai-je demandé. Je vous suggère de vous protéger, a dit Webb. Quand ça va mal tourner, et ça va mal tourner, vous ne voulez pas que votre entreprise soit liée à ça. Webb avait raison. Troy avait utilisé la réputation et l'équipement de mon entreprise pour faciliter des crimes fédéraux. Une fois l'enquête terminée, mon entreprise serait examinée de près. Mes contrats seraient examinés, mes permis potentiellement révoqués,
si je n'agissais pas en premier. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'unité d'enquête criminelle des gardes-côtes et j'ai parlé à la commandante Sarah Walsh. Je me suis présenté comme une citoyenne inquiète qui avait remarqué une activité inhabituelle au camp de guerre de Hancock. Et quel genre d'activité, a demandé Walsh. De gros navires mouillant hors des voies de navigation, de plus petits bateaux effectuant des allers-retours après minuit. Des conteneurs déplacés sans documents douaniers, ai-je demandé. Avez-vous des dates précises ou des informations sur les navires, a-t-elle demandé. Je lui ai tout donné. L'emploi du temps de Troie, l'emplacement de l'entrepôt, et même les noms de ses complices criminels. J'ai présenté cela comme une activité suspecte observée lors de mes travaux d'ingénierie portuaire, sans jamais mentionner notre lien familial. Nous allons enquêter, a promis Walsh. Si vous voyez autre chose d'inhabituel, appelez immédiatement. J'ai raccroché et me suis servi 3 doigts de Jameson. Dehors, le soleil s'abattait sur les fenêtres et le port paraissait gris et violent dans la lumière déclinante. Mon téléphone a vibré. Darla, les enfants veulent te voir, a-t-elle dit. L'ordonnance du tribunal stipule des visites surveillées uniquement, ai-je répondu. Tu veux les voir? Tu passes par le système. Nolan, s'il te plaît. Elle a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Maddie n'arrêtait pas de demander pourquoi maman ne pouvait pas rentrer. J'ai repensé à la confusion de Mathieu, au cauchemar de Félix, à la façon dont les 2 enfants sursautaient quand j'élevais la voix. Rien de tout cela n'était de leur faute, mais ils en payaient le prix quand même. Des visites surveillées, ai-je répété, par le système. Vous détruisez notre famille, a-t-elle dit. Je n'ai rien détruit, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant. 3 jours plus tard, les gardes-côtes ont frappé. J'étais en train d'examiner les spécifications des fondations du projet portuaire lorsque mon téléphone s'est allumé, avec des alertes d'urgence. Plusieurs forces de l'ordre menaient des opérations à Hancock Wharf. Des images d'hélicoptères montraient des agents armés envahissant l'entrepôt. Le pick-up de Troie encerclé par des agents fédéraux. Les informations locales ont repris l'histoire en quelques heures. Un réseau de contrebande démantelé dans le port de Portland. La photo de Troie est apparue à l'écran. Mal rasé, le regard hagard, portant la même veste en cuir que lors de notre dîner. Il avait été accusé de racket, de complot et d'agression contre des agents fédéraux. Apparemment, il avait tenté de fuir lorsque les gardes-côtes avaient abordé son bateau, frappant un agent avec une gaffe avant d'être plaqué au sol et menotté. Le juge a refusé la libération sous caution. Les risques de fuite, a argumenté le procureur. Un lien avec le crime organisé. Ce soir-là, Irene a appelé en sanglotant au téléphone. Ils disent des choses horribles sur Troie. Blanchiment d'argent, contrebande. C'est impossible. Il ne ferait pas de mal à une mouche, a-t-elle dit. Il a attaqué un agent fédéral, maman, ai-je dit. Ce n'est pas le garçon que j'ai élevé, a-t-elle crié. J'ai failli rire. Non, c'est exactement le garçon que tu as élevé. Tu n'as simplement jamais voulu le voir. Comment peux-tu être aussi froid? C'est ton frère, a-t-elle dit. Il a cessé d'être mon frère quand il a commencé à coucher avec ma femme. Irene a halté comme si je l'avais giflé. Ton langage? Mon langage? J'ai craqué. Troyer risque 20 ans de prison fédérale, et tu t'inquiètes de mon langage? J'ai peur que ma famille s'effondre, dit-elle. Elle s'est effondrée il y a des mois, répondis-je. Je suis en train de réparer les dégâts. Elle me raccrocha au nez. Assise dans ma maison vide, j'écoutais le vent claquer aux fenêtres, pensant à la loyauté familiale et au prix de la vengeance. Demain, j'irai rendre visite à Irene pour lui remettre l'avis d'expulsion que je détenais depuis la mort de papa. La maison m'avait été transférée des années auparavant. C'était la façon pour papa de s'assurer que quelqu'un de responsable gère sa succession, mais je n'avais jamais donné suite. Le moment semblait idéal. La maison de retraite sentait le désinfectant et la défaite. Irene était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, scrutant le port à travers la vitre trempée par la pluie. Elle avait vieilli de 10 ans le mois dernier. Ses cheveux parfaits étaient maintenant fins et gris. Son visage autrefois magnifique s'était effondré de chagrin. « Nolan, dit-elle sans me regarder. Je suppose que tu es là pour jubiler. » J'ai posé l'enveloppe en papier craft sur sa table de chevet. « L'avis d'expulsion, ai-je dit. Vous avez 30 jours. » Elle l'a ouverte, les mains tremblantes,
le regard perdu, scrutant le texte juridique, les signatures, les sceaux du tribunal. « C'est la maison de papa », a-t-elle dit. « Était-ce la maison de papa ?» ai-je répondu. « Il m'a transféré l'acte de propriété en 2018. Vous y vivez en retrait depuis 7 ans. Où suis-je censé aller ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. J'ai balayé du regard la modeste pièce. Un lit simple, une petite télévision, des photos de Troy et Darla sur la table de nuit. Plus de photos de moi ou de mes enfants. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Irène s'est mise à pleurer. De profonds sanglots ont secoué son corps frêle. J'ai perdu mon fils, ma maison, ma famille, a-t-elle sangloté. Es-tu heureuse maintenant? Non, ai-je dit honnêtement, mais je ne suis pas malheureuse non plus. Je l'ai laissé pleurer près de la fenêtre et j'ai pris la voiture pour rentrer sous la pluie d'automne. La maison semblait immense et vide, chaque pièce résonnant de souvenirs d'une époque meilleure. Les œuvres de Mathieu recouvraient encore le réfrigérateur. Les jouets de Félix étaient éparpillés dans le salon. J'étais assis sur le canapé avec un verre de whisky lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. Darla se tenait dans l'embrasure, trempée jusqu'aux os, tenant un démonte-pneus comme une arme médiévale. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage maculé, son bracelet électronique à la cheville clignotait en rouge dans l'obscurité. « Tu as tout détruit » hurla-t-elle. « Tout » Je ne bougeais pas, sirotant simplement mon whisky et scrutant son visage, notant le désespoir, la peur, la rage qui naissait de cette perte de contrôle. « Tu violes ton injonction restrictive, dis-je. »« Au diable l'injonction restrictive » hurla-t-elle. « Tu as monté mes enfants contre moi. Tu as ruiné ma réputation. Tu as mis Troy en prison. » Elle entra dans la pièce, démonte-pneus brandi. Je compris qu'elle avait vraiment l'intention de l'utiliser. La femme que j'avais épousée, qui avait donné naissance à mes enfants, qui avait partagé mon lit pendant 9 ans, allait essayer de me devancer dans mon propre salon. « Vas-y, dis-je calmement. Vas-y et donne-moi une raison d'appeler la police. » Darla hésita, son démonte-pneus tremblant dans sa main. « Tu ne le feras pas, dis-je d'une voix assurée. Parce qu'au fond, tu sais que tout est de ta faute. Tu as triché. Tu as menti. Tu as fraudé. Tu as détruit notre famille pour une petite partie de jambes en l'air avec mon frère. Il m'aime, a-t-elle crié. Troy n'aime personne, ai-je dit. Il s'est servi de toi pour me faire du mal, et tu étais trop stupide pour le voir. Darla a crié et a balancé le démonte-pneus vers ma tête. Je me suis baissé, j'ai attrapé son poignet, je l'ai tordu jusqu'à ce que l'arme tombe au sol. Elle s'est effondrée à genoux en sanglotant. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je ferai tout ce que je peux. Je cède mes droits aux enfants, je te donne la maison. Mais ne les laisse pas m'envoyer en prison. J'ai regardé la femme brisée qui avait été belle autrefois, qui m'avait fait croire à l'amour, à la famille et à tous les mensonges que les gens se racontent pour toujours. Trop tard pour ça, ai-je dit. J'ai appelé les urgences, signalé une effraction et une agression. La police est arrivée quelques minutes plus tard, trouvant Darla menottée à mon radiateur avec des serre-câbles que j'avais pris dans mon boîte à outils. Elle viole une ordonnance restrictive, ai-je dit aux policiers qui sont intervenus. Elle s'est introduite chez moi avec une arme. Tentative d'agression. Ils l'ont arrêtée sur le champ, lisant ses droits pendant qu'il la faisait monter dans la voiture de patrouille. Par la lunette arrière, je la voyais crier quelque chose, mais le verre insonorisé étouffait ses paroles. J'ai regardé les feux arrière disparaître dans la nuit, puis je suis rentré me servir un autre verre. Demain, Sophia porterait plainte pour cambriolage, agression armée, violation d'ordonnance du tribunal. Darla risquait désormais une lourde peine de prison, suffisante pour lui assurer de ne plus jamais avoir la garde des enfants. J'avais gagné. Alors, pourquoi la victoire avait-elle un goût de cendre? L'audience de détermination de la peine a eu lieu par une froide matinée de février, sous une neige qui tombait comme de la cendre devant les fenêtres du tribunal. Assise dans la galerie, j'ai regardé Darla s'approcher du banc en combinaison orange, ses cheveux autrefois parfaits étant maintenant gris et plats. Le juge Cohen a lu les accusations avec une précision mécanique. Darla Marie Brigg, vous avez plaidé coupable de parjure au premier degré, de mise en danger d'enfants et de crédit. Escroquerie, cambriolage et agression avec arme dangereuse. Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne vous prononce la peine? Darla se leva lentement, la main de son avocat sur l'épaule. Votre honneur,
je sais que j'ai commis des erreurs, de terribles erreurs, mais je reste une mère. Mes enfants ont besoin de moi. Vos enfants, répondit le juge Cohen, sont mieux sans vous. 2 ans de prison d'État, 5 ans de probation et la perte définitive des droits parentaux. Vous n'aurez aucun contact avec les enfants mineurs, sauf par le biais de visites surveillées approuvées par le tribunal, s'ils choisissent de vous voir. 2 ans, moins que ce que j'espérais, plus que ce qu'elle méritait. La peine fédérale de 3 avait été plus sévère. 5 ans pour trafic de drogue, avec des accusations supplémentaires en cours dans le Massachusetts pour ses dettes de jeu. Le patriarche de la famille l'avait complètement désavoué, le laissant confronté à la fois à la prison fédérale et au genre d'ennemi qui ne pardonne pas les dettes impayées. J'avais reçu une lettre de lui la semaine précédente, passée clandestinement par l'intermédiaire de la petite amie d'un autre détenu. C'était bref et amer. Nolan, tu m'as détruite pour ma vulve. J'espère que ça en valait la peine. Ne vous attendez pas à ce que j'oublie. J'avais brûlé la lettre et je n'avais jamais répondu. Irène était décédée 3 semaines après son expulsion, d'un accident vasculaire cérébral massif qui l'avait laissée inconsciente pendant 2 jours avant que les machines ne soient éteintes. J'avais été nommé exécutif dans son testament, une dernière blague cruelle qui me donnait du pouvoir sur cette femme qui ne m'avait jamais aimé. Ses funérailles furent peu fréquentées. Quelques voisins, des amis de l'église. La sœur de Darla, venue de Boston. Je me tenais au fond, tenant la main de Mathieu, tandis que Félix s'agitait à côté de moi. « Pourquoi oncle 3 n'est-il pas venu ?» demanda Maddy. « Oncle 3 est malade, mentis-je. Il est à l'hôpital où ils aident les gens qui font de mauvais choix. »« Va-t-il guérir ?» demanda-t-elle. Je regardai le cercueil, pensant à la loyauté familiale et au prix de la trahison. « Je ne sais pas, ma chérie, dis-je. Certaines personnes sont irrécupérables. » L'enterrement fut bref. Le pasteur parla de le pardon et la rédemption, des concepts qui me semblaient étrangers dans le froid de février. J'ai jeté une poignée de terre gelée sur le cercueil et je suis parti sans me retourner. Sophia m'a retrouvé dans le hall du tribunal après la condamnation de Darla, l'air indéchiffrable. Alors elle m'a dit, tu as eu tout ce que tu voulais. La garde exclusive, la maison, l'entreprise. Darla et 3 sont tous les 2 en prison. Irene est morte. Félicitations. Il y avait quelque chose dans sa voix que je ne pouvais identifier. De la déception, peut-être, ou de la pitié. Mais tu as l'air de désapprouver, dis-je. Je suis enceinte, dit-elle. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je fixai son visage, cherchant des signes de tromperie. Mais Sophia n'avait jamais menti. Depuis combien de temps le sais-tu, demandai-je. 2 mois, dit-elle. C'est à toi, au cas où tu te poserais la question. Cette nuit-là, après l'audience pour la garde des enfants, quand nous avons fêté ça à l'Island. Je me souvenais de cette nuit-là. Trop de vin, trop d'adrénaline, l'accouplement imprudent qui avait suivi la victoire. Nous avions pris soin de séparer nos relations professionnelles de nos sentiments personnels, mais le succès nous avait rendus stupides. « Que veux-tu faire ?» demandai-je. Sophia eut un rire sans humour. « J'ai 36 ans, Nolan. C'est peut-être ma seule chance. Je la garde. »« Et nous ?» demandai-je. « Il n'y a pas de nous, dit-elle. Il y a toi. Il y a moi. Et il y a un enfant qui mérite mieux que 2 personnes qui ne savent pas aimer sans détruire. » Elle avait raison. Bien sûr, j'avais passé 9 mois à détruire systématiquement tous ceux qui m'avaient trahi. Mais j'avais perdu quelque chose d'essentiel au passage. La capacité de confiance, peut-être, ou simplement le lien humain. On subviendra aux besoins du bébé, ai-je dit. Financièrement, je veux dire, tout ce dont il a besoin. Je sais, a dit Sophia. Tu es doué pour subvenir aux besoins. C'est la partie émotionnelle qui te pose problème. Sophia m'a laissé planter dans le hall du tribunal, entouré des détritus de familles brisées et de vies brisées. Je suis rentré chez moi dans la neige, passant devant le port où la glace se formait autour des quais que j'avais aidé à construire. La maison semblait immense et vide. Maddy était à l'école, Félix à la garderie, et j'avais l'après-midi pour moi. J'ai traversé des pièces où résonnaient des souvenirs. Le rire de Darla dans la cuisine. La voix de 3 dans le salon. Les dîners de famille où nous faisions tous semblant d'être heureux. Je me suis servi un verre de Jameson et me suis levé. La fenêtre du salon, regardant le port gelé.
Tout ce pourquoi je m'étais battu m'appartenait désormais. L'entreprise prospérait, le projet portuaire presque terminé, ma réputation intacte. J'avais la garde exclusive des enfants, le contrôle total de ma vie et assez d'argent pour assurer mon confort pendant des années. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir tout perdu? Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Ton frère te salue depuis la prison fédérale. Il s'est fait des amis intéressants. J'ai scruté le message, en comprenant les implications. 3 avait trouvé de nouveaux alliés derrière les barreaux, des gens avec des relations à l'extérieur. Le patriarche de la famille l'avait peut-être désavoué, mais d'autres organisations valorisaient la loyauté et se souvenaient des dettes. J'ai effacé le SMS et me suis servi un autre verre. Qu'ils viennent. J'avais survécu à la trahison de ma femme et de mon frère. Je pouvais survivre à tout ce qui allait suivre. Les enfants sont rentrés ce soir-là, emplissant la maison de bruit et de vie. Mathie m'a montré ses devoirs de maths pendant que Félix construisait des structures élaborées avec des blocs. Tous deux bavardaient de leur journée. Papa, Mathie dit pendant le dîner. La mère de Tommy Mitchell a demandé si nous allions bien. Elle a dit que son père avait entendu dire que vous aviez des ennuis. Les petites villes, les ragots ont voyagé plus vite que la neige dans un hiver principal. Nous allons bien, ma chérie, répondis-je. Les gens aiment parler de choses qu'ils ne comprennent pas. Maman et oncle 3 rentrent-ils à la maison, elle a demandé. J'ai regardé ma fille, les yeux de Darla, mon menton obstiné, innocent d'une manière que j'avais oublié comment être. Non, dis-je. Ils ne rentrent pas à la maison. Félix a commencé à pleurer alors, comme les enfants le font quand ils comprennent enfin que certaines choses ne peuvent pas être corrigées. Je l'ai tenu jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent, sentant son petit corps trembler contre ma poitrine. Plus tard, après que les enfants dormaient, je suis sorti vers le bluff derrière la maison. Le port s'étendait devant moi, de l'eau noire et de la glace blanche, des bateaux de homards dormant à leurs amarres comme des oiseaux préhistoriques. Une figure approchait de l'obscurité. Joe Martineau, qui avait travaillé le port pour 40 des années et connaissait chaque bateau, chaque pêcheur, chaque secret de l'eau. J'ai entendu parler de vos problèmes, a déclaré Joe, allumant une cigarette avec des mains altérées comme du bois flotté. En faire d'une chose. Ouais, dis-je, le mot goûtant comme du sel et de la fatigue. Joe a pris une traînée et exhalait de la fumée dans l'air froid du soir. Votre père serait fier, vous savez, a-t-il dit. Se défendre comme ça, prendre soin de vos enfants. J'ai pensé à mon père, mort de 5 ans maintenant, me demandant ce qu'il penserait vraiment des choix que j'avais faits. Approuverait-il la destruction systématique de son plus jeune fils? La cruauté calculée envers sa femme. Cela en valait-il la peine? Demanda Joe, lisant mon silence. J'ai regardé le port, les quais et les pères que j'avais aidés à concevoir, les fondations en béton qui nous survivraient tous. Tout construit pour durer, conçu pour résister aux tempêtes et au temps, et à la lente corruption de l'eau salée. Non, dis-je finalement, mais tu devrais entendre à quel point les nuits sont calmes maintenant. Joe hocha la tête et marcha loin, me laissant seul sur le bluff. Je me tenais là jusqu'à ce que le froid me conduise à l'intérieur, écoutant le silence qui avait remplacé tout ce que j'avais appelé la famille. Dans la cuisine, j'ai trouvé une lettre arrivée cet après-midi. Papier lourd, papeterie coûteuse, abordée dans une écriture prudente. Je l'ai ouvert avec des mains stables. Monsieur Brigg, je représente certains intérêts que votre frère a fait du tort. Nous comprenons que vous pouvez avoir des informations concernant ses actifs et ses associés. Nous apprécions une conversation dans votre plutôt la commodité. Vincent Torino, le frère de Franck, selon les fichiers de web, un homme qui a recueilli des dettes avec intérêt et n'a jamais oublié une obligation. J'ai plié la lettre avec précaution et je l'ai mise à côté de mon verre vide. Demain, j'appellerai Sophia, discuterai des mesures de sécurité et des arrangements de garde pour le bébé qu'elle a porté. Je réviserai mon testament, mettrai à jour mon assurance et je prendrai des dispositions pour l'avenir des enfants. Parce que ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini. 3 était en prison fédérale, mais son ombre a toujours pénétré dans ma vie. Darla servirait son temps et finirait par être libérée, portant le poison qu'elle avait cultivé pendant l'incarcération. La famille Torino s'attendait à un paiement pour les dettes que je n'avais jamais engagées, à la vengeance de crimes que je n'avais jamais commis. J'avais gagné chaque bataille, mais la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. J'ai versé un autre verre et suis retourné à la fenêtre, regardant la forme de glace sur le port.
Quelque part dans l'obscurité, mes ennemis planifiaient leur prochain mouvement. Laissez-les venir. J'avais construit ma vie sur des fondations solides conçues pour durer. Tout le reste n'était que des mensonges concrets. Et j'avais toujours été doué pour les dire. Le bébé serait né en septembre. L'enfant de Sophia portant mon ADN, mais aucun de mes péchés. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être qu'une personne pourrait échapper à l'héritage empoisonné de la famille Brigg et construire quelque chose de propre. J'ai fini mon boisson et je suis allé à l'étage pour vérifier Maddy et Félix. Ils dormaient paisiblement, ignorant la tempête qui se prépare autour d'eux. Matty a serré son lapin en peluche, celui que Darla avait acheté pour son 3e anniversaire. Félix avait à nouveau lancé ses couvertures, étendues sur le lit comme une étoile de mer. Moi les a cachés et retourné à mon étude où la lettre de Vincent Torino attendait sur mon bureau. Le papier était cher entre mes doigts. Le type de papeterie qui a annoncé une intention sérieuse. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Code régional de Boston. Monsieur Brigg, la voix a demandé, cultivé, patient. Vincent Torino. Je crois que vous avez reçu ma correspondance. Je l'ai fait, dis-je. Excellent, a répondu Torino. Je me demande si nous pourrions organiser une réunion. Rien de dramatique, juste une conversation entre hommes d'affaires. J'ai regardé par la fenêtre sur le port gelé, calculant les angles et les probabilités comme une équation structurelle. Quel genre de conversation? J'ai demandé. Votre frère a accumulé des dettes importantes avant son incarcération, a-t-il déclaré. Des dettes qui ne disparaissent pas simplement parce qu'il porte de l'orange fédéral. Nous comprenons que vous avez été assez minutieux en démentant ces affaires. Je ne sais rien de ces dettes de jeu, ai-je répondu. Torino gloussa, un son comme du verre de rupture. Monsieur Brigg, nous savons que vous avez orchestré son arrestation. Assez brillant, en fait. Utilisez la garde côtière pour nettoyer vos problèmes familiaux. Nous respectons l'efficacité. L'admission était suspendue entre nous. Dangereux. Irréversible. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas décrocher. Que voulez-vous? J'ai demandé. 3 a emprunté 57 000 $. Avec des intérêts et des pénalités, le solde actuel est de 83 000 $, a déclaré Torino. Puisque vous avez pris le contrôle de ces actifs, nous avons pensé que vous voudrez peut-être discuter du remboursement. Je ne suis pas responsable des dettes de mon frère, ai-je dit. Bien. Sûr que non. Légalement parlant, vous n'avez aucune obligation, a-t-il dit en douceur. Mais la famille est la famille, monsieur Brigg. Et la réputation est importante dans les affaires. La menace était subtile, indubitable. J'ai besoin de temps pour considérer cela, ai-je dit. Naturellement. Nous ne sommes pas des gens déraisonnables. Allons-nous dire une semaine? Je rappellerai le vendredi soir. La ligne est morte. Je me suis assis dans mon étude, regardant la lettre. Ma guerre avec Troie avait ouvert ces fronts que je n'avais jamais prévus. La famille Torino ne se souciait pas de la justice ou de la vengeance. Il se souciait de l'argent et du précédent. Permettre à un frère de DTO d'échapper à l'obligation encourageait les autres à essayer la même chose. J'ai été piégé par mon propre succès. Le lendemain matin, a apporté plus de complications. Sophia a appelé à 7 heures, sa voix serrée avec une panique contrôlée. Nous avons un problème, a-t-elle dit. Waro a déposé un appel hier soir à une faute de poursuite et à des préjugés judiciaires. Il demande également une enquête fédérale sur vos pratiques commerciales. Je me suis habillé rapidement et je me suis rendu à son bureau. Elle avait l'air pâle et épuisée derrière son bureau. La grossesse lui était adaptée, mais le stress faisait des ravages. Quelle est sa base pour l'appel? J'ai demandé. Il prétend que vous avez fabriqué des preuves. Que les images de surveillance ont été rédigées. Que vous avez planté les matériaux de construction à 3S Warehouse, a-t-elle déclaré, glissant des papiers sur le bureau. Tout est BS, mais c'est un non-sens détaillé. Quelqu'un lui a nourri des informations. J'ai scanné les documents. Les accusations étaient inquiétantes. Regardez la page 12, a déclaré Sophia. Je me suis retourné dans la section qu'elle a indiquée. Mon cœur a coulé. Wa avait une documentation de mes communications avec le web, des enregistrements de transferts financiers et même des transcriptions de mes conversations avec le commandant de la garde côtière Walsh. Comment a-t-il obtenu cela?
J'ai demandé. La conscience de mon implication. Représenter des épouses de la foule, blanchies de l'argent grâce à des frais juridiques. Cet attrait n'est que la décision d'ouverture. Mon téléphone a bourdonné. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Beau immeuble de bureau, joli avocat. Sharking seul, protection, disparition occasionnelle. Il a sorti un fichier épais, diffusant des photos et des documents sur le bureau. Mais voici la partie intéressante. Il a dit, ils ne sont pas intouchables. Le FBI travaille dans un cas RICO depuis 3 ans. Ils ont besoin d'une autre conviction majeure pour le faire tomber. J'ai étudié les photos de surveillance. Vincent en costume tranchant, Franck avec son regard mort, leur réseau étendu à travers la Nouvelle-Angleterre. Quel type de conviction? J'ai demandé. Quelqu'un est prêt à témoigner sur leur seul Sharking. Le FBI serait très intéressé à vous parler, surtout si vous avez des enregistrements. Maddy et Félix à l'appartement de Sophia, leur disant que leur école était fumigère vendredi soir, un blizzard a transformé Portland en blanc mase. Je me suis assis dans mon étude, le whisky intact, attendant. Le téléphone a sonné à 20h. Monsieur Brigg, Torino a dit en douceur. J'espère que vous avez eu le temps de considérer notre discussion. J'ai répondu, en activant l'enregistreur. Mais j'ai des questions sur les conditions de prêt d'origine. Bien sûr, il a dit, qu'aimeriez-vous savoir? Pour les 20 minutes suivantes, j'ai guidé Vincent par une confession détaillée. L'efficacité de son organisation, heureuse, il est convenu de ses méthodes. Menaces contre les mineurs, conspiration pour commettre la violence. Nécessaire. J'aurai l'argent, j'ai menti. Excellent, a déclaré Vincent. Franco vous contactera avec les instructions de livraison. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le bureau de terrain du FBI de Portland. L'agent Sarah Chen, s'il vous plaît, dis-je. C'est urgent. RICO Task Force Business. Dans l'heure, l'agent Chen était assis en face de moi dans mon salon, écoutant l'enregistrement à travers des écouteurs. Son visage est resté calme, mais ses yeux éclairaient avec une satisfaction tranquille. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-elle déclaré. Vincent fait attention depuis des années, ne disant jamais rien d'incrimination sur le dossier. Vous venez de nous remettre la clé de clé pour tout notre cas. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Nous avons mis en place la chute d'argent, a-t-elle expliqué. Nous arrêterons Franco et toute autre personne qui se présente. Ensuite, nous utilisons leurs témoignages combinés avec cet enregistrement pour éliminer Vincent et toute l'organisation de Torino. Tout le monde m'a laissé des contacts de contacts, des contours de contacts et des réseaux juridiques. Ils détruire Troy et Darla? Regardez où cela nous a conduit. J'ai imaginé Darla dans sa combinaison de prison. 3 en verrouillage fédéral. Irene est morte et enterrée. Les ruines d'une famille que j'ai démantelée pièce par pièce. Je ne sais pas, dis-je. Mais il est trop tard pour changer de cap maintenant. Il n'est jamais trop tard, a-t-elle répondu. Vous pourriez payer la dette de Vincent. Éloignez-vous. Recommencez ailleurs. Avec quoi? Ma conscience, mon respect de soi. J'ai ri amèrement. J'ai perdu il y a des mois. Ensuite, qu'est-ce qui reste, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de la maison, vide, froid, faisant écho aux fantômes des intentions qui se sentaient autrefois nobles. Gagnant, j'ai dit. C'est tout ce qui reste. Je dresserai une maltraite. Torino n'avait pas survécu à des décennies dans le crime organisé en étant prévisible. Venez seul. Apportez l'argent. Ne soyez pas mignon. Il a raccroché avant de pouvoir répondre. J'ai immédiatement appelé l'agent Chen. Elle a répondu sur le premier anneau. Il déplace la goutte, ai-je dit. Nouvel emplacement, rue commerciale, usine d'emballage de poissons. 15 heures demain. Il y avait une pause à son côté. Ensuite, c'est un piège. Ils ont compris que quelque chose ne va pas. Ils vous veulent probablement quelque part isolé avant de décider quoi faire ensuite. Donc, nous terminons. Nous nous adaptons, a dit Chen, la voix nette avec urgence. Plus de surveillance, sauvegarde tactique. Nous aurons des yeux sur chaque ruelle et sur le toit. Mais Nolan, son ton s'assombrit. Si cela va mal, s'ils soupçonnent que vous travaillez avec nous, ils n'hésiteront pas. Ils n'hésiteront pas à éliminer la menace.
J'ai passé cette nuit à écrire des lettres à Maddy et Félix, expliquant des choix qu'ils ne comprendraient pas depuis des années. J'ai également rédigé un testament, laissant tout à Sophia et à l'enfant à naître, garantissant que ma destruction ne s'étendrait pas à la prochaine génération. Vendredi après-midi, est arrivé gris et froid avec de la glace qui se formant sur le port, malgré le calendrier, selon le printemps, à seulement quelques semaines. J'ai conduit à Commercial Street avec une mallette pleine d'argent du FBI et portant un fil qui ressemblait à une peine capitale. L'usine d'emballage des poissons était abandonnée pendant des années, ses fenêtres cassées et le toit s'arrête sous la neige accumulée. Je me suis garé dehors et je me suis rendu à l'entrée, notant le silence qui semblait trop complet pour l'après-midi au centre-ville de Portland. Franco a attendu à l'intérieur, flanqué de 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Les 3 portaient des manteaux coûteux et le genre de confiance qui provenait de conséquences sans faire face. Monsieur Brigg. Franco était plus petit que ce à quoi je m'attendais avec les yeux morts et les mains qui avaient clairement vu la violence. Vous apportez notre argent. J'ai placé la mallette sur une courroie rouillée. 83 000 comme convenu. Franco a ouvert l'affaire, a compté les factures avec l'efficacité de la pratique. Très bon. Vincent apprécie le paiement rapide. Il a fait signe à ses associés qui ont commencé à se déplacer vers les sorties. La réunion était terminée. La dette satisfait. La menace neutralisée. Trop facile. Encore une chose, a déclaré Franco, reculé avec un outil à la main. Vincent voulait que je transmette un message sur la loyauté de la famille. Le fil du FBI ne me sauverait pas maintenant. Soit le prix de la victoire. Les visages pâles de choc. Crime passé. Beau travail, a dit l'agent Chen, m'aidant à retirer le fil caché sous ma chemise. Franco est recherché pour 3 homicides dans le Massachusetts. Vous venez d'économiser aux contribuables un long procès. J'ai regardé le corps de Franco, toujours sans expression, le sang se regroupant sous les plis de son manteau cher. Vincent saura que j'ai coopéré, dis-je tranquillement. Vincent sera en détention fédérale dans l'heure, a répondu Chen. Nous avons suivi ses mouvements toute la semaine, en attendant que Franco confirme l'extorsion. C'était la dernière pièce dont nous avions besoin. Les arrestations ont fait une nouvelle nationale. Le principal chiffre du crime organisé a éliminé une piqûre du FBI. Vincent Torino a pris la garde avec 12 associés chargés de racket, d'extorsion et de complot en vue de commettre un homicide. L'opération de retrait solitaire démantelée, le réseau de la Nouvelle-Angleterre de la famille a détruit. J'ai témoigné 6 mois plus tard en disant à un grand jury fédéral des dettes de Troyes, des menaces de Vincent et de la tentative de Franco de homicide malgré le paiement de l'argent dû. L'affaire était hermétique. Enregistrement, témoins, preuves physiques qui ont peint un tableau de l'entreprise criminelle systématique. Vincent a reçu la vie sans libération conditionnelle. Ses associés survivants ont obtenu de 20 à 30 ans chacun. Le règne de la famille Torino était terminé. Mais la victoire se sentait creuse, debout dans le hall du palais de justice par la suite, entouré d'agents du FBI et de procureurs fédéraux célébrant une autre poursuite réussie. J'avais survécu. Mes enfants étaient en sécurité. Mon entreprise était sûre. J'avais également détruit tous ceux qui m'avaient déjà compté. Sophia a accouché en septembre. Une fille qu'elle a nommée Claire aux cheveux noirs et à mon menton têtu. Je l'ai tenue à l'hôpital, sentant quelque chose se fissurer dans ma poitrine alors qu'elle a grippé mon doigt avec 2 minuscules mains. Elle est belle, murmurai-je. Elle est la nôtre, Sophia a corrigé. Pas le vôtre, pas le mien. Le nôtre. J'ai regardé cette femme qui s'était tenue à côté de moi à travers des mois de guerre juridique, qui avait porté mon enfant en esquivant les menaces de la foule et les enquêtes fédérales. Qui n'avait rien demandé d'autre que l'honnêteté. Je ne sais pas comment être père sans être un destructeur, ai-je dit. Alors apprenez, a répondu Sophia. Sa voix était douce mais ferme. Pour elle, je visite parfois Darla dans le centre correctionnel des femmes à Windham. Elle a mal vieilli. La nourriture et le stress en prison ont ajouté 20 livres en 10 ans à son apparence. Ses racines montrent. Sa peau s'aloe. Elle porte toujours la netteté intitulée d'une femme qui croit que le monde lui a fait mal. Elle pose des questions sur les enfants mais ne s'excuse jamais pour les choix qui nous ont menés ici. Au cours de ma dernière visite, elle m'a regardé à travers la table en plastique rayé, les yeux ternes mais toujours à la recherche. Vous le regrettez-vous jamais? Elle a demandé. Quelle partie? J'ai dit. Tout cela? A-t-elle répondu. L'enquête,
les arrestations, les épreuves détruisant notre famille pour se venger. J'ai pensé au premier sourire de CLA, à propos de l'amélioration des notes de Mathieu, de la fin des cauchemars de Félix, du silence dans ma maison qui ressentait la mort, mais qui se sentait maintenant comme la paix. Non, dis-je. Je regrette de vous avoir fait confiance en premier lieu. Darla a commencé à pleurer alors, comme elle l'a toujours fait quand a pénétré son apitoiement sur soi. Je l'ai laissé là et je suis rentré à la maison à travers l'automne light qui a tourné lors du port. 3 a été libéré le mois dernier, 5 ans réduits à 3 pour une bonne conduite et une coopération avec les enquêteurs fédéraux. J'ai entendu dire qu'il vivait en Floride maintenant, travaillant de la construction sous un nom supposé, restant à l'écart du jeu et du crime organisé. Il a envoyé une carte postale sans adresse de retour. J'ai appris ma leçon. J'espère que vous avez appris le vôtre. Peut-être que nous l'avons fait tous les deux. Je suis fiancé à Sofia maintenant. Planification d'une petite cérémonie au printemps prochain. Maddy sera mon meilleur homme. Son choix est celui qui a du sens dans notre famille brisée et reconstruite. Félix appelle parfois Sofia Mom, ce qui me brise le cœur et le guérit simultanément. Claire marche maintenant, prenant des pas provisoires entre les meubles avec la détermination de quelqu'un qui refuse de tomber. Elle a l'intelligence de Sofia et mon esprit d'ingénierie, construisant déjà des structures élaborées avec des blocs et des explications exigeantes sur la façon dont les choses fonctionnent. Elle grandira en connaissant la vérité sur l'histoire de sa famille, mais sachant aussi que les gens peuvent choisir d'être meilleurs que leur pire moment. Cet amour ne nécessite pas de destruction, cette confiance peut être reconstruite, que certaines fondations méritent d'être préservées. Hier, j'ai trouvé Maddy dans le garage, penchée sur les plans pour mon dernier projet de port. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus d'elle, jetant des ombres sur les schémas. Elle a tracé les éléments structurels avec son doigt, froncement en concentration. « Et quelle est cette partie » demanda-t-elle, pointant vers la dalle renforcée. « C'est là que la charge transfère dans les bouchons d'empilement, ai-je dit. Il maintient toute la plateforme stable. » Elle hocha la tête pensivement, puis me regarda avec les yeux trop vieux pour son âge, la forme de Darla, mais la mienne et tout le reste. « Voulez-vous m'apprendre » elle a demandé. Pour être ingénieur, j'ai dit un peu surpris. Pour construire des choses qui durent, j'ai regardé ma fille, la beauté de Darla, mon entêtement, mais quelque chose entièrement le sien dans ses yeux. Quelque chose d'espoir et de maladé par les guerres que ses parents avaient combattues. Ouais, dis-je. Je t'apprendrai. Nous avons passé l'après-midi à examiner les spécifications de la fondation, à parler des mathématiques de la permanence et des principes d'ingénierie qui maintient les structures stables dans les tempêtes, des discussions techniques qui ressemblaient aux conversations les plus importantes de ma vie. Parce que c'est peut-être à quoi ressemble la rédemption. Pas le geste dramatique ou le moment de la révélation, mais le choix quotidien de construire au lieu de détruire, d'enseigner au lieu de punir, d'aimer au lieu de gagner. Le projet Harbour a été achevé le mois dernier, avant la date prévue et sous le budget. La nouvelle jetée peut résister aux tempêtes de 100 ans et accueillir des navires 2 fois la taille de tous ceux qui utilisent actuellement le port. Il est construit aux dernières générations, une base pour l'avenir maritime de Portland. Parfois, je me tiens sur la jetée au coucher du soleil en regardant les bateaux de homards revenir de leur course quotidienne et réfléchir au coup de la vengeance. Darla en prison, 3 en exil, Irene dead, une douzaine de vies détruites dans la poursuite de la justice qui se sont transformées en quelque chose de plus sombre. Mais alors Claire rit de sa poussette. Ou Maddy souligne un défaut de conception dans mes plans. Ou Sofia me prend la main et me rappelle que certaines choses méritent d'être préservées. Que tous les problèmes ne nécessitent pas de démolition. Que parfois les fondations les plus fortes sont construites sur le pardon plutôt de mensonges concrets. Le soleil se couche sur la baie de Casco, peignant l'or du port et le cramoisi. Et je comprends enfin que la victoire et le bonheur sont des choses différentes. Cette vengeance et cette justice ne sont pas synonymes. Qu'un homme puisse détruire ses ennemis tout en perdant tout ce qui compte. Mais la compréhension arrive trop tard pour changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est construire de meilleures choses à l'avenir. Apprenez à mes enfants à choisir l'amour plutôt que la vengeance et espérez que Claire grandira dans un monde où la fidélité à la famille ne nécessite pas la destruction systématique de tous ceux qui le trahissent. Le port est maintenant calme, paisible d'une manière qu'il ne l'était jamais pendant les années de surveillance et d'enquête et de guerre juridique. L'eau se lance contre les pilotes en béton que j'ai conçus, stables et éternels, emportant les débris des tempêtes et des saisons. Peut-être que ça suffit. Peut-être que la paix est sa propre victoire, même lorsqu'elle est au prix de tout ce que vous pensiez voulu.
Je prends Claire, pointe vers l'horizon où les derniers bateaux de pêche rentrent chez eux, et lui promets un avenir construit sur un terrain plus stable que celui que j'ai hérité. Certains mensonges sont faits de béton, d'autres sont faits d'espoir. J'apprends enfin la différence.